Bonjour, moi c'est Thomas le Corail. Je vous envoie cette missive car j'ai besoin d'aide. Presque tous mes amis sont morts et je ne sais pas comment arrêter ça. Ils tombent petit à petit malades, ils deviennent tout blancs et après il ne reste plus que leur squelette. Aidez-nous s'il vous plaît. Je voudrais comprendre pourquoi et à cause de qui ou de quoi on meurt. Même mes amis poissons et mollusques disparaissent. Pas de problème, Thomas, on va t'aider à comprendre. Bon, tous les amis de Thomas, que ce soit les coraux, les poissons, les mollusques, meurent tous. Et ainsi, on cherche à connaître là où les causes de leur disparition. Mais la question est-ce que l'humanité a quelque chose à voir avec tout ça? Probablement. Donc, si je résume, on se demande si la disparition des récifs coralliens et la fragilisation de la biodiversité sous-marine sont des conséquences des actions humaines. On va donc analyser les liens de causalité entre les actions humaines et la disparition des récifs coralliens, puis les actions humaines et la fragilisation de la biodiversité sous-marine, et enfin la fragilisation de la biodiversité sous-marine et la disparition des récifs coralliens. Mais partons du plus important. Qu'est-ce qu'un corail? Moi je sais. Quand on parle de corail, on est souvent confus sur sa nature. Végétale, minérale ou animale. En fait, c'est un peu des trois. Le côté animal du corail repose sur le fait qu'il s'agit d'un ensemble d'animaux que l'on nomme polypes. Le polype est un animal mou de très petite taille, entre 1 et 3 mm, dont la bouche est entourée de tentacules qui permettent d'attraper de la nourriture comme le plancton, de se débarrasser des débris et de se défendre. Une fois fixé sur son support, il construit le squelette dur en calcaire du corail, d'où ce terme minéral. Il existe plusieurs types de coraux, les coraux durs et les coraux mous. On appelle coraux mous ceux qui n'ont pas de squelette calcaire. Je vis en symbiose avec une algue microscopique appelée zooxanthelle, qui me donne ma coloration. L'algue m'apporte du dioxygène et des molécules organiques qui sont produites par la photosynthèse. Voilà pourquoi le corail est aussi en quelque sorte végétal. Petit rappel, la photosynthèse est le processus par lequel les végétaux synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse, en absorbant le dioxyde de carbone de l'air et de l'eau, tout en produisant du dioxygène et de la matière organique. Ces produits issus de la photosynthèse comprennent du glucose, des acides aminés que j'utilise pour fabriquer des protéines, des graisses, ainsi que pour favoriser la sécrétion du squelette calcaire CaCO3. En retour, je la protège et lui fournis des éléments nutritionnels nécessaires à la photosynthèse, notamment le dioxyde de carbone et aussi des ions minéraux qui lui sont nécessaires. Sans les zooxanthelles, nous, coraux, constructeurs de récifs, nous ne sommes rien. Plus de 80% de l'eau issue de l'activité de la photosynthèse des zooxanthelles est utilisée pour notre respiration cellulaire. Les matières produites lors de la photosynthèse servent en outre à la fabrication du mucus qui a diverses fonctions: protection contre les agressions, capture de nourriture, excrétion des déchets et des photosynthétisats que l'on ne peut pas utiliser. Le corail est donc un animal et un végétal qui vivent en symbiose dans un exosquelette minéral. Et où vous trouvez-vous? La plupart des récifs coralliens se trouvent dans les eaux tropicales et semi-tropicales comprises entre les 30e degrés de latitude nord et sud, comme là d'où je viens, la Grande Barrière de Corail. Ces structures récifales massives sont formées par la sécrétion de chaque polype d'un squelette de CaCO3 et donc, quand un polype meurt, son squelette reste et un autre polype va prendre sa place et continuer à agrandir le squelette. C'est ainsi que petit à petit, les récifs coralliens grandissent. La condition nécessaire pour notre épanouissement est le soleil, car la lumière est un facteur indispensable à la photosynthèse des zooxanthelles. C'est pour cela que nous nous situons au niveau des eaux peu profondes, car la luminosité est moindre dans les profondeurs. Ah oui, je suis au courant. J'ai appris à l'école que l'absorbance de la lumière est proportionnelle à l'épaisseur de la solution traversée. C'est la loi de Beer-Lambert. De plus, il faut que l'eau soit assez chaude, c'est-à-dire plus de 20 degrés Celsius, car la fabrication du squelette calcaire est favorisée. En effet, à cette température, le carbonate de calcium CaCO3, le composé majeur du calcaire, est plus soluble. Ainsi, le squelette calcaire se construit plus facilement. Et tes amis poissons, ils vivent avec toi? Certains, oui. Les scientifiques de ton espèce estiment que dans les récifs coralliens, plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont associées et qu'ils accueillent plus de 25% des espèces de toute la vie marine.
Ils sont par ailleurs un des écosystèmes les plus recherchés par certaines espèces de poissons pour venir y pondre et pour l'élevage de leurs bébés. Le plus grand récif corallien abrite plus de 400 espèces de coraux, 1500 espèces de poissons et 4000 espèces de mollusques. Et donc, par notre faute, tous ces animaux marins disparaissent? Oui, mes cousins en Asie du Sud-Est vont pratiquement tous mourir si on ne fait rien d'ici 2050. Oui, effectivement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur internet cette photo qui montrait le phénomène de blanchiment des coraux. Oui, j'ai vu de nombreux animaux mourir tout blancs comme ça, mais c'est quoi ce blanchiment? Et pourquoi sont-ils comme ça? Tout d'abord, les coraux sont menacés par différents facteurs, le plus important étant la pollution avec le CO2. Ce phénomène a de nombreuses conséquences, dont notamment le blanchiment des coraux. Le blanchiment est en fait une décoloration de l'animal suite à l'expulsion des eaux xanthelles à cause du stress subi. Il est dû au réchauffement, à l'acidification, mais aussi à l'élévation des océans. En effet, les eaux xanthelles ont besoin de lumière du soleil pour la photosynthèse. Or, si le niveau de l'eau monte, les rayons lumineux arrivant jusqu'aux coraux seront de plus faible intensité à cause d'une absorbance plus importante de l'eau. Il y aura donc une intensité photosynthétique en baisse. Si dans la plupart des cas, les coraux peuvent accueillir d'autres eaux xanthelles, un stress trop important et persistant entraîne cependant la mort des colonies. On observe périodiquement dans le monde ces phénomènes de blanchiment dont la fréquence et l'intensité ne font qu'augmenter. D'accord, tu m'as expliqué les conséquences du réchauffement et de l'élévation des océans sur les coraux. Tu penses que je suis vulnérable aux acides? Oui, je l'ai vérifié en plongeant des squelettes d'escargots dans du vinaigre et dans de l'eau de mer artificielle. Alors, mon squelette calcaire est endommagé par l'acide. Parle-moi de l'acidification des océans. Tout d'abord, il faut savoir que l'eau de mer a un pH qui tourne autour de 8,1. Elle est dite alcaline ou basique. Le pH de l'eau de mer diminue peu à peu de nos jours. C'est pour ça qu'on parle d'acidification des océans. Mais au fait, ça veut dire quoi pH? Le terme pH signifie potentiel d'hydrogène. C'est une fonction logarithmique décroissante qui s'écrit pH est égal à moins log de H3O+. Ainsi, une augmentation de la concentration de H3O+, correspond à une diminution de pH et inversement, ce qui mène à une acidification des océans. Mais la vraie question est quelle est la cause de cette augmentation en H3O+. En fait, le CO2 peut en être une cause. L'explication scientifique? Le CO2 présent dans l'air se dissout dans l'eau H2O et forme une molécule qui peut aussi s'écrire H2CO3, l'acide carbonique. Cette molécule s'associe avec une molécule d'eau et par un équilibre acido-basique, les deux molécules forment à leur tour une molécule de HCO3-, l'ion carbonate, et une molécule de H3O+. Mais que se passe-t-il s'il y a plus de H3O+, et de HCO3-? Eh bien, il y a moins de CO3-, indispensable à la construction du squelette calcaire, CaCO3. Bien sûr, les autres facteurs comme la surpêche, le tourisme non durable et le commerce de coraux vivants pour les aquariums participent à l'extinction corallienne. La surpêche notamment provoque la disparition des coraux, puisque certains poissons herbivores, comme le poisson perroquet, se nourrissent de mauvaises algues qui s'installent sur les squelettes des coraux après un épisode de blanchiment. Ces poissons permettent ainsi de réguler la présence de ces algues et donc de permettre aux polypes de retrouver leur place dans le squelette. Ces poissons, en disparaissant, laissent les coraux seuls pour se débarrasser des mauvaises algues et entraînent leur asphyxie. Il y a aussi plein de facteurs naturels qui rentrent en compte dans la disparition des coraux. Il y a par exemple les cyclones qui ont un impact direct sur la destruction des barrières de corail. Mais ils ont aussi un effet indirect, puisqu'ils ramènent effectivement plein de solides dans la mer, ce qui pollue fortement. Donc en conclusion, grâce à vos recherches et expériences, nous pouvons affirmer que l'activité humaine est une cause principale de la disparition des récifs coralliens et de la biodiversité sous-marine. En effet, le réchauffement climatique et toutes les autres activités humaines détruisent les récifs coralliens indirectement. Les récifs coralliens abritant une très grande diversité d'espèces, celle-ci s'éteint en même temps qu'eux. Les récifs coralliens sont la source de nourriture de nombreuses populations sous-marines, mais aussi de populations humaines. Effectivement, les populations humaines se nourrissent des poissons des récifs, mais leur pêche intensive casse cet équilibre sous-marin. Bien évidemment, ce n'est pas la seule cause. Les catastrophes naturelles sont aussi des facteurs qui causent la destruction des coraux et de la biodiversité.